Donc bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les événements de la guerre de l'Irak de 2003. Donc, commençons. Je vais vous donner un peu de contexte juste pour vous mettre les idées dans la tête. Donc, l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, appelée Opération Liberté irakienne par les États-Unis, est une opération militaire déclenchée le 20 mars 2003 sur ordre du président américain George W. Bush. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un peu les villes qui ont été un peu plus touchées. Donc ici sur la carte, on peut voir la planète derrière, puis on peut voir le pays de l'Irak. On peut aussi constater les différentes villes sur la carte à la droite en haut, dont les principales villes qui ont eu les plus gros événements, dont Bagdad. Bagdad, c'est la capitale de l'Irak. On va en revenir un peu plus tard. Il y a aussi Basora, Mossoul puis Fallujah. Donc ça, c'est les villes où est-ce qu'il y a eu le plus de... où est-ce que ça a été souvent le plus touché, que l'invasion était vraiment visée là. Surtout, je vais vous expliquer un peu plus tard, mais les troupes ont vraiment été envoyées vers Bagdad, qui est donc la capitale de l'Irak. Maintenant, les acteurs qui ont influencé les événements. Donc, à la gauche, j'ai mis les personnes, puis à la droite, j'ai mis tout ce qui est pays, organisations humanitaires, c'est pas mal ça. Donc, les acteurs qui ont influencé les événements, les organisations, pays, personnes, etc. Donc, premièrement, il y a George W. Bush, qui est premier ministre des États-Unis. Il y a Saddam Hussein, 5e président de la République d'Irak. Il y a Mohamed Said al-Sahaf, qui est connu pour ses conférences de presse quotidiennes à Bagdad durant l'invasion de l'Irak. La guerre en Irak de 2003 a été influencée par de multitudes acteurs, notamment les États-Unis dirigés par George W. Bush à l'époque, le Royaume-Uni sous Tony Blair, l'Irak de Saddam Hussein, ainsi que les organisations internationales comme l'ONU et l'OTAN. Les relations entre ces acteurs, les alliances, les décisions politiques et militaires ont joué un rôle extrêmement important dans le déroulement des conséquences de ce conflit. Comme quand on dit une relation c'est 50-50, ben c'est la même affaire lorsqu'il y a un conflit. Une relation ne devient plus 50-50. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire, c'est que absolument une relation, c'est autant deux personnes qui font des efforts, alors que lorsqu'il y a un conflit ou même une guerre ou des tensions, c'est que il y a un des deux parties qui prend plus de place puis qui va se créer des idéologies que je vais vous parler un peu plus tard. Maintenant, il y a des organisations telles que Al-Qaïda qui ont également été impliquées dans le conflit avec des ramifications importantes pour la région et pour le monde. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus chaque partie, qu'est-ce qu'ils ont en commun en gros. Le gouvernement des États-Unis, donc, lui, il est sous la présence du la présidence de George W. Bush. Les États-Unis ont été le principal moteur de l'invasion militaire en Irak. Puis l'administration Bush, en particulier des membres clés comme le vice-président Dick Cheney, le secrétaire d'État Donald Rumsfeld et le conseiller de la sécurité nationale Condoleezza Rice a été partisan comme unique de l'action militaire, donc principale, si on peut dire ça comme ça. Il y a les coalitions internationales, donc c'est une coalition de pays principalement dirigés par les États-Unis et ça comprend aussi des alliés comme le Royaume-Uni, l'Australie, la Pologne, qui a participé à l'invasion de l'Irak en 2003. Donc on peut voir que ça vient un peu partout. Puis ces pays ont fourni des troupes, du soutien logistique, diplomatique, puis à l'effort de guerre aussi. Donc on peut dire que ces pays-là, ils ont vraiment aidé et soutenu un parti plus que d'autres. Ils ont fourni en munitions et autres. Maintenant, il y a le gouvernement irakien de Saddam Hussein. Le régime de Saddam Hussein était au centre de la crise de l'Irak, bien évidemment. Ses actions, son comportement et sa politique ont joué un rôle majeur dans la justification de l'intervention militaire par les États-Unis et leurs alliés, bien évidemment.
Donc, ensuite, il y a les Nations Unies. Donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies a joué un rôle crucial dans les événements précédant la guerre, donc avant, en Irak. Les tentatives de faire adopter une résolution autorisante l'utilisation de la force contre l'Irak ont été entravées par les désaccords entre les membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, il y avait déjà des tensions. Il y a les inspecteurs en désarmement, puis les mouvements de protestation qui ont eu lieu partout à travers le monde. Donc, le monde, des millions de personnes même, ont manifesté dans les rues pour exprimer leurs oppositions à la guerre. Puis c'est comme ça aussi que le mouvement, c'est vraiment... c'est comment ce conflit a vraiment été immense au niveau mondial. T'sais, oui, ça a été des bombardements plus à une place qu'à d'autres, mais ça a vraiment touché beaucoup de personnes. Ensuite, il y a les causes des tensions et des conflits. Donc, pourquoi nous en sommes arrivés là? Au niveau territorial, des ressources, des questions identitaires et tout. Donc, donner un peu de perspective. Le 20 mars 2003, le gouvernement américain, soutenu par certains pays d'Europe, dont l'Espagne, Grande-Bretagne et l'Italie, déclare la guerre à l'Irak après l'expiration de l'ultimatum lancé par George W. Bush. Donc, tout ça va commencer avec un beau mensonge. Donc, le président américain y a menti, le vice-président aussi a menti, puis ça a commencé avec cette image qui a été devenue virale maintenant. Donc, c'est le 5 février 2003 et on voit Colin Powell, secrétaire d'État américain, expliquer devant le Conseil de sécurité de l'ONU que l'Irak détient des armes de destruction massive à la main pour convaincre la communauté internationale d'attaquer l'Irak. Donc, il y aura 3 raisons d'aller en guerre avec l'Irak qui vont être invoquées par les États-Unis, puis sont toutes fausses. Donc, la première, c'est qu'ils démantelaient les fameuses armes de destruction massive. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 90, ils avaient déjà détruit la communauté internationale. Eux ont détruit la totalité de ces armes de destruction massive. Alors, ils ne disposaient pas d'armes, ce qui est donc faux. Donc, c'est une des raisons qui était fausse. La deuxième, c'est pour établir la démocratie. La deuxième justification était la lutte contre la dictature. Or, les États-Unis d'Amérique avaient en 2003 des liens très forts avec le régime au Moyen-Orient, qui est basé sur la dictature, puis qui c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que le régime de Saddam Hussein et de l'Arabie Saoudite jusqu'à l'Égypte. Et finalement, il y a le régime de Saddam Hussein qui aurait eu des liens avec Al-Qaïda, accusé d'être derrière les attaques du 11 septembre 2001. Les trois arguments pour lesquels les États-Unis d'Amérique ont envahi l'Irak n'avaient absolument donc pas de crédibilité. Puis de plus, la guerre était considérée illégale selon le droit international. Donc, tout ça part d'un beau mensonge. Donc, si on avait été plus franc d'un côté, on aurait vraiment pu éviter cette guerre, en fait. Maintenant, je vais vous raconter un peu les intérêts des interventions, pourquoi certains acteurs ont décidé d'intervenir, les assistances humanitaires, droits et libertés, maintien de la paix, etc. Donc, l'intervention de divers acteurs lors de la guerre en Irak de 2003 était motivée par plusieurs intérêts. Donc, il y a certains pays, comme les États-Unis, qui ont justifié leurs interventions en mettant en avant des raisons telles que la lutte contre le terrorisme, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que la promotion de la démocratie des droits de l'homme, donc les mensonges que je vous ai expliqués. D'autres acteurs, notamment des organisations humanitaires, se sont impliqués pour fournir une assistance humanitaire aux populations qui sont affectées par le conflit et pour protéger les droits fondamentaux de civils en situation de guerre. Donc, quelques acteurs qui ont tenté d'intervenir pour arrêter le conflit en Irak. Il y a des organisations internationales telles que les Nations Unies,
ont cherché à jouer un rôle dans la résolution du conflit en promouvant les négociations diplomatiques et en appelant un cessez-le-feu. Cependant, il y a des raisons, en raison comme de la complexité, puis à quel point c'était difficile de trouver la nature controversée du conflit, il a été difficile d'arrêter la guerre de manière rapide et efficace parce que, veut pas, c'était rendu immense. Ensuite, il y a l'ONU qui a tenté de jouer un rôle dans la résolution du conflit en Irak en promouvant des négociations diplomatiques et en appelant à un cessez-le-feu encore. Cependant, en raison de la complexité encore de ce conflit, il a été difficile d'arrêter de manière rapide et efficace, comme je vous ai dit encore, la guerre. Il y a plusieurs organisations, quelques Médecins sans frontières, la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires ont intervenu pour fournir une assistance humanitaire aux populations affectées par le conflit en Irak. Leur objectif était de protéger les droits fondamentaux des civils en situation de guerre et de fournir une aide vitale aux personnes dans le besoin. Puis les organisations humanitaires, ils ont réussi à faire ça. Donc, on peut dire qu'eux, ils ont accompli leur mission. C'est ça, ils ont réussi à accéder aux populations affectées en Irak en travaillant en étroite collaboration avec d'autres locales, puis les agences des Nations Unies et d'autres partenaires sur le terrain. Donc ça, c'est coché. Elles ont souvent été, par exemple, négocier des accords avec des parties en conflit pour obtenir un accès sécurisé aux zones touchées et pour pouvoir fournir une aide humanitaire essentielle aux populations qui sont, eux, vulnérables. Puis ces organisations ont mis en place des opérations logistiques qui sont assez sophistiquées, si on pourrait dire ça, pour pouvoir acheminer des fournitures médicales puis leur donner l'aide qu'ils ont besoin. Par la suite, on a les conséquences. Donc, tout ce qui est guerre, attentats, génocide, manifestations, enfants soldats, démocratie, instabilité politique, nous allons tout passer à travers, puis je vais tout vous expliquer ça. Donc, 1. On pourrait dire que la guerre, l'intervention américaine à la guerre civile de 2003, sa guerre civile débute avec Al-Qaïd qui frappe en 2003 la mosquée chiite de Kerbala. Donc ça, on peut dire que ça a été aussi un événement qui a assez été tragique. Il y a eu des attentats qui sont survenus, beaucoup de morts, mais je vais plus en venir en détail, comme peu à peu. Donc c'est ça, la guerre de l'Irak 2003 a eu des conséquences qui sont marquées à vie, si on pourrait dire ça comme ça, qui ont marqué puis qui sont assez profondes à la fois pour l'Irak et dans les régions dans son ensemble. Donc, premièrement, il y a l'instabilité politique et sociale en Irak. La chute du régime de Saddam Hussein a laissé un... Comment on pourrait dire ça? Un vide de pouvoir, ce qui a conduit à des années d'instabilité politique, de violence, puis les conflits. La perte de vie humaine. Donc, la guerre a entraîné la perte de dizaines de milliers de vies irakiennes et des soldats des forces de coalition. Il y en a là-dedans qui ont été blessés. Donc, il y a eu beaucoup de blessures au niveau humain. Sinon, au niveau de la guerre elle-même, elle a entraîné d'importantes pertes de vie humaine, tant parmi les forces militaires que parmi la population civile. Les combats ont dévasté certaines régions de pays. Ça a détruit les infrastructures essentielles, puis des déplacements massifs de population que ça a entraîné aussi. Il y a eu les attentats, donc l'invasion de l'Irak a créé un terreau propice à l'extrémisme et au terrorisme. Des groupes insurgés, dont Al-Qaïda, en Irak, ont profité du vide, en fait, de pouvoir et de l'instabilité pour mener des attentats terroristes contre les forces de coalition et la population. Donc, on peut dire qu'ils ont pris avantage de ce vide-là pour attaquer puis faire comprendre leur mécontentement. Il y a eu le génocide. Donc, la guerre en Irak a exacerbé les tensions entre les différentes communautés ethniques et religieuses du pays.
cela, ça l'a conduit à des actes de violence intercommunautaires, puis notamment des massacres ciblant des groupes ethniques ou religieux spécifiques. Donc ça, on a vu ça lors du dernier chapitre de Monde. Tout ce qui est génocide et tout. On voit qu'ici, ils ont vraiment ciblé un groupe de personnes particulier d'une certaine ethnicité ou religieusement, si on pourrait dire comme ça, pour vraiment les massacrer. Maintenant, au niveau des manifestations, la guerre en Irak a déclenché des manifestations à l'échelle mondiale avec des millions de personnes qui vont dans les rues pour protester contre l'intervention militaire. Puis ces manifestations ont reflété une opposition généralisée à la guerre et eux ont mis en lumière les divisions politiques internationales. Il y a eu les enfants soldats. Donc le conflit en Irak a entraîné le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats par différentes façons. Ces enfants ont été exportés à des traumatismes à vie, physiques et psychologiques graves, puis ils vont devoir vivre avec ça toute leur vie, malheureusement. Au niveau de la démocratie et de l'instabilité politique, la guerre a renversé le régime de Saddam Hussein, mais la transition vers la démocratie a été difficile et on pourrait dire rocambolesque. Ça, on pourrait utiliser ce mot-là. Les luttes pour le pouvoir, les divisions sectaires et ethniques, ainsi que l'ingérence étrangère ont contribué à l'instabilité politique persistante et toujours là en Irak. Donc, c'est pas mal ça. Maintenant, des pistes d'action qu'on pourrait envisager. Est-ce que la conclusion de ce conflit aurait pu mieux se dérouler? La réponse est oui. Je pense que dans n'importe quel conflit, ça peut mieux se dérouler, mais je suis pas là pour donner mon avis. Je suis là pour dire les faits. L'évasion conduit à la défaite rapide de l'armée irakienne, puis à l'arrestation, à l'exécution, de Saddam Hussein, ainsi qu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Donc la fin de la guerre en Irak, c'est que les Américains retirent leurs troupes dans l'incertitude le 15 décembre 2011. Puis le président américain Barack Obama annonce le retrait des troupes qui restent en Irak. Puis il met ainsi fin à une intervention controversée qui a duré près de 9 ans, ce qui est très long. Je vais vous expliquer un peu les différentes questions auxquelles je vais répondre. Donc, premièrement, il y a l'importance de l'évaluation précise des renseignements. Donc, le cas de l'Irak illustre comme la nécessité pour le gouvernement de procéder à une évaluation minutieuse et objective des renseignements avant de prendre des décisions importantes telles que l'intervention militaire. Tu sais, on a vu au début, tout était basé sur un mensonge. Tout était basé sur ce mensonge qui a mené à cette guerre, à ce conflit. Donc, si on pourrait prendre plus de... vérifier les sources, vérifier vraiment que les renseignements sont bons avant de prendre une décision, tu sais. C'est parce que les erreurs d'appréciation des renseignements sur les armes de destruction massive, eux, ils ont eu des conséquences énormes, puis ont mis en lumière les dangers de fonder des actions politiques sur des informations qui sont erronées ou complètes. Il y a eu l'impact à long terme aussi de l'intervention militaire. Donc, le conflit en Irak a mis en évidence les défis puis les coûts élevés associés à l'intervention militaire unilatérale, donc d'un côté seulement. Puis, autre, c'est que les pertes humaines et les souffrances infligées à la population civile, le conflit a déstabilisé la région au complet et a contribué à l'émergence de groupes extrémistes tels que l'État islamique. Donc cela souligne l'importance d'évaluer encore attentivement les conséquences potentielles à long terme avant de s'engager dans des actions militaires. Donc, voilà. Maintenant, je vais juste vous expliquer un petit peu deux pistes qu'on aurait pu prendre, dont la première que je vous ai racontée, mais on en a d'autres aussi. Tu sais, la nécessité d'une approche qui c'est plus multilatérale et de
la diplomatie préventive. Donc, ce qu'on veut dire par là, nous autres, c'est que la résolution des conflits internationaux exige souvent une approche qui est multilatérale et la coopération entre les nations. Donc, plutôt que de recourir à des mesures unilatérales, les efforts diplomatiques préventifs et la mobilisation d'une coalition internationale peuvent contribuer à résoudre des tensions régionales de manière qui sont plus pacifiques et à éviter de créer des conflits, en fait. Puis la reconstruction post-conflit, donc après la guerre, la construction post-conflit est tout aussi importante que la phase militaire qui est initiale. Il est crucial de veiller à ce que les efforts de reconstruction soient inclusifs, durables, puis ainsi qu'un engagement à long terme pour stabiliser les régions et prévenir la résurgence d'autres conflits. Ensuite, plutôt que d'adopter comme j'avais dit, je vais revenir un peu sur mon point de tantôt, plutôt que d'adopter une intervention militaire unilatérale, une diplomatie préventive aurait pu être mise en œuvre. Ça aurait été impliqué des efforts des deux côtés au niveau diplomatique. Puis, c'est ça, un exemple pertinent de diplomatie préventive et de coopération régionale peut être trouvé dans les efforts employés par les pays de l'ASEAN, donc l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, pour maintenir la paix et la stabilité dans les régions. Donc l'ASEAN est une organisation régionale composée de 10 membres, dont certains ont connu des tensions territoriales et politiques. Donc si je veux vraiment mettre emphase sur tu sais, eux, ils ont ça. Alors, si eux, ils ont ça puis que ça fonctionne, pourquoi pas l'avoir fait pour le conflit de l'Irak en 2003? Donc, je mets une comparaison entre ces deux-là pour que vous compreniez un peu plus pourquoi ça serait mieux comme ça. Donc, c'est pas mal ça. Aussi, tu sais, comme je vais revenir aussi à mon autre piste, la reconstruction post-conflit, vraiment penser au long terme et non au court. Puis, des programmes de développement économique et social et des mesures de réintégration des anciens combattants et de reconstruction des communautés déplacées auraient été mis en place pour stabiliser le pays, auraient permis de mieux reconstruire tout cela après la guerre. Donc, c'est pas mal ça. Merci.